Bonjour et bienvenue pour le 333e briefing de la Chambre de commerce France-Russie. Nous sommes aujourd'hui en présence d'Arnaud Dubien et Igor Delanoë et sans Gilles Chenesso qui est parti pour la France pendant 15 jours. Donc je vais avoir le plaisir de le remplacer pendant deux réunions et Anne Koldéfi, que vous connaissez bien aussi, il remplacera pendant deux autres réunions. Donc, vous allez jongler entre Anne et moi-même pendant 15 jours. Mais nous allons passer immédiatement la parole à Igor Delanoë qui va nous parler un petit peu de politique étrangère et de ce qui se passe en ce moment entre l'Ukraine et la Russie. Igor, la parole est à toi. Merci, Président. Bonjour à tous pour ce briefing du lundi, consacré à la politique étrangère. Alors, je vais commencer par une brève au sujet d'un échange de prisonniers, un nouvel échange de prisonniers qui a eu lieu entre l'Ukraine et la Russie en fin de semaine dernière, vendredi. Les deux pays se sont échangés 205 prisonniers, 205 pour 205. Je vous en parlais lors du briefing de jeudi. Un nouvel échange se préparait. On parlait de 1000 pour 1000. Visiblement, ce 205 contre 205 pourrait être une étape dans le cadre cet échange de 1000 pour 1000. Autrement dit, d'autres échanges seraient à venir pour parvenir à ces chiffres de 1000 pour 1000. Mais pour l'instant, rien de nouveau sur un nouvel échange. Je l'en profite pour préciser que Tatiana Moskalkova, qui était en charge des droits de l'homme depuis 10 ans, hein, depuis 2016, a cédé la place le 14 mai à Madame Yana Lantarova, qui est une députée, ex-députée Russie Unie. C'est important pourquoi? Parce que c'était Madame Moskalkova et donc le médiateur en charge des droits de l'homme qui était notamment à la manœuvre pour les échanges de prisonniers et aussi d'ailleurs pour le dossier des enfants, puisque c'est à travers Madame Moskalkova qui avait eu également des retours d'enfants qui était d'ailleurs réalisé avec la médiation de l'ambassade du Qatar à Moscou. J'en viens tout de suite au grand sujet de la semaine, qui est la visite à venir de Vladimir Poutine en Chine, puisque le président russe est attendu les 19 et 20 mai à Pékin pour rencontrer Xi Jinping, c'est-à-dire quelques jours après la visite de Donald Trump la semaine dernière, nous avons évoqué lors de nos précédents briefings. Alors, qu'attendre de cette visite? Quels vont être les sujets évoqués par les deux hommes? Il y a tout de suite un certain nombre de thèmes qui viennent à l'esprit. On peut penser évidemment en matière de dossiers internationaux et bien au Moyen-Orient, hein, à l'Iran, notamment ce qui se passe dans le Golfe, puisque c'est un sujet qui a déjà été discuté, on le sait désormais, par Xi Jinping et Donald Trump. On sait que les Américains, comme les Chinois, en fait, souhaitent la rouverture rapide du détroit d'Ormuz. On sait que les Chinois ont beaucoup à perdre, hein, du blocage de ce détroit d'Ormuz, en raison de leur approvisionnement en provenance du Golfe, hein. Je rappelle que les Chinois font venir 50% de leurs approvisionnements en hydrocarbures depuis le Golfe et qu'ils achetaient 80% du pétrole iranien exporté par voie de mer. Autrement dit, pour eux, il y a un intérêt assez urgent à ce que les choses reviennent à la normale et que le détroit rouvre. On sait que pour la Russie, elle tire, hein, des dividendes assez immédiats de cette situation de blocage. Et en revanche, les trois pays, États-Unis, Chine et Russie, sont d'accord pour dire que l'Iran n'a pas vocation à obtenir l'arme atomique. Donc là-dessus, il y a plutôt un consensus entre les trois. Donc il y aura des discussions entre Xi Jinping et Poutine sur l'Iran. Très certainement, on sait que les deux pays ont aidé discrètement en sous-main les Iraniens dans cette guerre avec les États-Unis et Israël. Probablement que les Russes en ont fait plus que les Chinois, mais dans tous les cas, ça restait quand même assez dissimulé comme assistance. Le deuxième sujet, plus bilatéral, ce sera certainement le dossier énergétique, avec le dossier notamment des forces de Sibérie 2. On sait que les Chinois se sont soudainement montrés beaucoup plus intéressés par le projet Force de Sibérie 2. Un certain nombre de documents officiels et de déclarations officielles chinoises sont sortis dans la presse depuis maintenant quelques semaines, quelques mois à ce sujet-là, sur le fond du contexte que j'évoquais juste avant, à savoir cette guerre dans le Golfe qui évidemment a un impact que l'on connaît sur les prix de l'énergie.
Possible également qu'il y ait des discussions d'une manière générale sur l'ordre mondial et ce qu'on appelle la reconfiguration de l'ordre mondial et le rôle joué par les organisations comme les BRICS, l'Organisation de coopération de Shanghai aussi également dans ce contexte international, et aussi possiblement, quatrième point qu'on peut imaginer, l'Ukraine. Même si les Chinois sentent qu'il est possible d'avancer sur le sujet, peut-être qu'ils le remettront sur la table, mais leurs propositions sont connues, leur offre de bons offices est également connue. Jusqu'à présent, ils ont probablement eu le sentiment que ça ne prenait pas, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas visiblement poussé plus en avant sur la voie diplomatique. On verra ce qu'il en sera à l'issue de cette rencontre. Je viens sur un autre point qui est un oukase signé par Vladimir Poutine en fin de semaine dernière pour faciliter l'accès à la citoyenneté russe pour les ressortissants de Transnistrie. C'est un oukase qui a été signé le 15 mai dernier et qui va donc permettre aux gens qui le désirent et qui habitent la Transnistrie d'accéder plus rapidement à la citoyenneté russe. Accéder plus rapidement, ça veut dire quoi? Eh bien, il n'y aura plus l'obligation de résider 5 ans sur le territoire national, enfin en Russie. Visiblement, les épreuves qui concernent la connaissance de l'histoire et la connaissance élémentaire de la culture générale russe sont là aussi considérablement simplifiées en vue de faciliter l'obtention de passeports russes. Sergei Shoigu, qui s'exprimait il y a quelques semaines, donc le Conseil de sécurité, chef du Conseil de sécurité de la Fédération, a annoncé qu'il y avait, d'après lui, 220 000 ressortissants russes ou binationaux qui habitaient en Transnistrie. Évidemment que là, c'est 220 000, ce groupe de 220 000 très large pourrait s'agrandir davantage avec cette loi-là. Alors là, il y a un petit contexte, hein, il faut rappeler que cette technique de passeportisation a déjà été vue hein, dans l'espace post-soviétique dans un passé pas si lointain. Alors il y a déjà eu avec les provinces sécessionnistes de Géorgie, hein, Abkhazie, Ossétie du Sud, et plus récemment en Ukraine, avant le Covid, puisqu'en 2019, lorsque Volodymyr Zelensky accède à la présidence, pratiquement tout de suite après, Vladimir Poutine, là aussi, facilite l'accès à la citoyenneté russe pour les ressortissants du Donbass, ce qu'on appelle la passeportisation. Donc rétrospectivement, on pourrait dire que c'est plutôt de mauvais présage hein, quand il y a cette décision sur la passeportisation, mais ça traduit certainement le fait de les frustrations russes à l'égard du cours des choses, enfin, emprunté par Kishinev en direction de plus grande intégration avec l'Europe via une possible rapprochement avec la Roumanie, hein, on l'a déjà évoqué là aussi, face auquel les Russes finalement ont très peu de leviers pour s'opposer, compte tenu de la guerre en Ukraine qui perdure. Et du fait que les partis dits pro-russes en Moldavie sont considérablement sous pression. On avait déjà parlé du sort de Madame Gutsoul, notamment, qui est toujours en prison, à ma connaissance, puisqu'elle est accusée d'un certain nombre de collusion, tout simplement, avec la Russie. Donc, là-dessus, affaire à suivre. Et le quatrième point que je voulais évoquer ce lundi, eh bien, ce sont des exercices nucléaires russo-biélorusses qui ont été lancés ces dernières heures, donc des exercices à l'initiative du ministère biélorusse, puisque ça se déroule en Biélorussie, en collaboration avec les unités russes et qui visent donc à simuler le transport de munitions nucléaires et leur préparation en vue de leur mise en œuvre. Ce sont les forces de missiles et les forces aériennes biélorusses qui sont mobilisées, ce qui n'est pas étonnant, puisqu'en matière de dissuasion nucléaire et d'extension de la dissuasion nucléaire russe et des garanties fournies par la dissuasion nucléaire russe à la Biélorussie, eh bien, la Russie a déployé sur le territoire de son voisin, notamment le missile Areshnik, hein, donc ce fameux missile assez mystérieux, intercontinental mais à portée intermédiaire, donc un missile sol-sol, qui est présenté comme étant opérationnel ou bientôt opérationnel donc en Biélorussie. Et d'autre part, on sait également qu'il y a des munitions nucléaires tactiques tirées à partir d'appareils, donc par l'armée de l'air, qui sont également disponibles déjà sur le territoire biélorusse. Donc c'est pour ça que ces deux composantes de l'armée biélorusse s'entraînent avec les Russes à leur maniement. Alors là aussi, il y a un contexte qu'il faut rappeler. Je rappelle le tir du missile balistique intercontinental Sarmat qui a été réalisé par la Russie la semaine dernière. C'est
un nouveau missile ensilé qui a vocation à remplacer les missiles Satan, hein, dans la terminologie de l'OTAN, donc les Voyévodes, qui arrivent donc en fin de vie, et ce missile Sarmat, donc, qui est tout nouveau, mais dont les essais durent depuis maintenant plusieurs années, devrait être probablement déclaré opérationnel d'ici la fin de l'année et commencer à être versé à différents régiments de troupes des missiles stratégiques russes. Et deuxième élément de contexte pour éclairer eh bien, ces exercices russo-biélorusses, c'est que en ce moment, l'OTAN se livre à des exercices d'ampleur, l'exercice Saber Strike 2026, notamment en Finlande, avec près de 15 000 soldats déployés pendant plusieurs semaines. Donc c'est un exercice qui court sur avril-mai, pour évidemment incarner la dissuasion avancée de l'OTAN sur le flanc oriental de l'Alliance. Voilà, Président, ce que je pouvais dire pour ce début de semaine. Merci beaucoup, Igor. Quelques questions. Je ne sais pas si tu sais, mais on disait que l'Iran continuait à produire du pétrole, mais ne pouvait pas bien évidemment le vendre, mais remplissait ses stocks de pétrole. Euh, et jusqu'au moment où ces stocks étaient pleins, et à partir de ce moment-là, ne pouvait plus produire. Et à partir du moment où ces champs ne pouvaient plus produire, ça devenait aussi catastrophique pour eux, parce que une fois qu'on arrête de produire un champ, reprendre un champ qui ne produit plus, ça prend plusieurs années. Euh, Sait-on où en sont les champs pétroliers iraniens? Est-ce qu'ils ont arrêté de produire ou ils continuent à produire ils continuent à produire? Est-ce qu'on sait où en sont les champs pétroliers iraniens pour l'instant? Alors, j'ai pas vraiment d'informations à te donner sur l'état des lieux des champs de pétrole iraniens et les situations sur les exportations iraniennes. Je sais que les négociations entre les Américains et les Iraniens sont manifestement dans l'impasse. Ça va de propositions en contre-propositions qui sont inacceptables par enfin par l'une ou l'autre des parties. Le gros sujet, c'est toujours l'uranium, les 400 kilos d'uranium enrichi, que les Américains, en fait, manifestement veulent récupérer, enfin, en tout cas, placer sous leur contrôle direct, ce que refusent évidemment les Iraniens. Il y a d'autres sujets, notamment celui des réparations de guerre, puisque les Iraniens exigent des réparations de guerre que les Américains ne sont pas prêts à régler. Il y a le dégel des actifs iraniens. Il y a plein de sujets comme ça sur lesquels ils ne parviennent manifestement pas à s'entendre. Mais ce que j'ai relevé, c'est que la semaine dernière, la centrale nucléaire émirienne la seule centrale nucléaire des Émirats arabes unis a été frappée par un drone quand même. Et ça, c'est signe encore d'un avertissement probablement des Iraniens, en tout cas une mise en garde, un tir préventif, pour dissuader les Américains de remettre l'option militaire sur la table directement. À ce propos, il y a plusieurs versions qui circulent, hein. Il n'aurait pas été tiré d'Iran. Certains disent c'est parti du Yémen, d'autres disent c'est parti de groupes pro-iraniens en Irak. Mais effectivement, c'est très clairement une mise en garde. Pour ce qui est du pétrole iranien, selon les nouvelles très récentes, hein, qui datent de moins d'une heure, les États-Unis envisageraient de suspendre leurs sanctions contre le pétrole iranien le temps des négociations. Mais je maintiens le conditionnel. Mais c'est ce qui est sorti juste avant notre briefing. Et autre question, quels sont qui n'ont rien à voir, hein, mais quelles sont les volontés chinoises sur pour les conditions sur l'Ukraine? Qu'est-ce que souhaitent les Chinois? Ah bah alors les Chinois, dans leur plan qu'ils avaient proposé en 2023 et qui en fait qu'on retrouve, hein, dans notamment le deuxième projet sino-brésilien des Amis de la Paix de septembre 2024, en gros c'est la même architecture de texte, s'en tient à des très grands principes, à savoir reconnaissance de la souveraineté, l'intégrité territoriale, le renonciation du recours à la force et évidemment l'adhésion aux grands principes de la Charte des Nations Unies. Donc en fait, ils ont proposé un cadre général qui c'est en fait l'état d'esprit dans lequel devrait, selon eux, se régler ce conflit. C'est pas une feuille de route, c'est pas un protocole, c'est pas quelque chose de très précis, c'est quelque chose d'assez vague qu'ils ont, à mon avis, délibérément
proposé, et de manière vague, pour essayer d'être le plus consensuel possible. Mais ça n'a pas suffi. Cette initiative n'a pas été, on a bien vu, n'a pas évidemment donné suite à quoi que ce soit. Donc on verra si jamais, à l'occasion de cette visite, il y a quelque chose qui ressort sur le plan de l'Ukraine. Mais merci beaucoup, Igor. Arnaud, tu... Oui, juste quelques mots pour compléter l'exposé d'Igor sur la visite de Poutine à Pékin. D'abord sur l'Ukraine, rappeler quand même que ces derniers mois, la tonalité ukrainienne à l'égard de la Chine a un peu évolué. Bon, au début, en 2023, me semble-t-il, les Ukrainiens étaient sans illusion, mais veillaient à ne pas trop froisser les Chinois. Et je rappelle que les Chinois gardent des billes économiques côté ukrainien, n'ont pas du tout rompu avec l'Ukraine, mais ce que l'on voit depuis quelques mois, c'est une tonalité un peu plus empreinte d'amertume, de reproche à l'égard de ce qui est perçu à Kiev comme un soutien croissant de la Chine à la Russie dans son effort de guerre contre l'Ukraine. Puisqu'on parlait de la présence chinoise en Ukraine, petit, euh, un petit élément, hier, donc, lors d'une frappe russe contre Odessa, un bateau, alors qui ne battait pas pavillon chinois, mais dont l'équipage était chinois et qui, à l'évidence, était rattaché à des compagnies chinoises, a été touché par un drone russe. Pour ce qui est de la visite de Vladimir Poutine, donc c'est une visite d'État, ce qui n'est pas anodin. On sait que Vladimir Poutine se rend régulièrement en Chine. Parfois, ce sont des visites de travail, parfois des visites officielles, mais c'est une visite d'État. Le fait que ça intervienne moins d'une semaine après celle de Donald Trump, c'est aussi important. Bon, ça met en évidence l'importance croissante de la Chine et de Xi Jinping dans les affaires mondiales. On verra si la visite du président russe est plus productive, notamment en matière de contrats, que celle du président américain. Alors évidemment, le grand sujet depuis des années, Igor l'a dit, c'est le projet de gazoduc Force de Sibérie 2 qui doit doubler la capacité, et même plus que doubler la capacité du tube existant, qui lui-même a été inauguré en décembre 2019. Il s'agit de Force de Sibérie, donc un tube de plusieurs milliers de kilomètres qui relie la Sibérie orientale à la frontière chinoise, mis en œuvre par Gazprom, d'une capacité théorique de 38 milliards de mètres cubes qui est dépassée, c'est-à-dire que il tourne non seulement à plein régime, mais au-delà de sa capacité théorique grâce à euh, des stations de compression qui sont rajoutées. On sait que l'année prochaine, un autre gazoduc d'une capacité moindre, 10 milliards de mètres cubes annuels, va entrer en service. Il reliera l'île de Sakhalin à la région de Khabarovsk et à la frontière chinoise. Donc maintenant, le sujet, qui est sur la table d'ailleurs depuis 2006, hein, c'est celui de Force de Sibérie 2, qui a évolué dans le temps. Le tracé a évolué via la Mongolie, pas par la Mongolie. D'où vient-il? Là, son origine ne serait plus la Sibérie orientale, comme Force de Sibérie, mais la péninsule de Yamal. C'est-à-dire que ces réserves assez éloignées de la Chine, mais qui sont abondantes, déjà exploitées, finalement assez peu coûteuses en termes d'exploitation, et qui, jusqu'à une date récente, alimentaient l'Europe, eh bien, pourraient alimenter ce tube de 50 milliards de mètres cubes par an. Donc on verra, les Chinois, Igor l'a dit jusqu'à une date récente, étaient non pas réticents, mais ils voyaient très bien la situation de Gazprom qui est embarrassée par la perte de 150 milliards de mètres cubes sur le marché européen. Donc ils savaient que Gazprom était en position de faiblesse, en position de demandeur. Évidemment, ce qui se passe dans le Golfe depuis quelques mois change la donne. Et l'une des leçons, évidemment, c'est la grande vulnérabilité des approvisionnements chinois, que ce soit en GNL à provenance du Qatar ou en pétrole en provenance d'Iran. Et les Russes sentent que les Chinois pourraient être plus réceptifs à leurs arguments, et notamment à l'argument de la sécurité physique des approvisionnements, puisque personne n'imagine que sais-je, des Américains, des Européens parviennent à couper, entraver des livraisons d'hydrocarbures entre,
par voie terrestre entre la Sibérie et la Chine. Et même à supposer que ça a longtemps fait débat, que ce tube passe par la Mongolie. La Mongolie, évidemment, n'aurait pas de vraiment voix au chapitre sur le sujet. Donc on verra si effectivement les choses évoluent. Les Russes sont plutôt confiants, même s'ils n'excluent pas que le contrat ne soit pas signé cette fois-ci, mais la prochaine fois. Mais on note dans la composition de la délégation russe la présence de Monsieur Alexei Miller, patron de Gazprom. Donc il y aura des discussions euh, sur le sujet. Est-ce qu'il y aura signature? Nous verrons bien. Il y a par ailleurs un volet pétrolier possible. Il se dit à Moscou que euh, un oléoduc pourrait accompagner, le cas échéant, le tracé du gazoduc. Euh, donc, affaire à suivre. Et puis, il y a le nucléaire aussi. Monsieur Liratchov, qui fait partie de la délégation. Rosatom, depuis les années 90, conduit de nombreux projets en Chine, et même si la Chine, depuis, a monté en gamme et monté en puissance et s'est imposé comme un acteur de premier plan sur le marché nucléaire mondial, il y a encore des domaines où les deux pays coopèrent, sont complémentaires. Donc, et puis il y a aussi l'aluminium, Monsieur Deripaska, qui fait partie de la délégation. Donc, au-delà des discussions sur l'Ukraine, le Moyen-Orient, il y aura probablement quelques contrats et tout le monde va suivre de très près cette affaire gazière, le dossier de Force de Sibérie 2. Merci Arnaud, et c'est ce que tu dis est important, et il faut que l'Europe le suive de très près parce que tout contrat à long terme entre l'Europe et la Chine, que ce soit sur un plan pétrolier ou sur un plan gazier, euh, c'est grave pour nous parce que, pour nous, je parle en tant qu'Européens, parce que ce sont autant de contrats que nous n'aurons pas. Et, euh, et tout ce que les Chinois vont obtenir, ce seront tout ce que les Européens n'auront plus dans le futur. Donc il faut faire extrêmement attention à cela. Oui, puis il y a un autre sujet, sujet du GNL, hein, avec la problématique des sanctions européennes, la fin des approvisionnements sur les contrats à long terme à partir de la fin de l'année. Alors, on sait qu'il en a parlé la dernière fois, que l'UE achète massivement les volumes de Yamal, les volumes disponibles. On peut penser que la Chine prendra le relais à partir de janvier, et puis la Chine achète, commence à acheter des volumes extraits du projet Arctic LNG 2, qui est sous sanction américaine et européenne. On voit également que la Russie commence à se doter de méthaniers, qu'elle achète à droite à gauche. C'était un peu le goulot d'étranglement de ce projet. Donc on peut penser que, outre les projets de gazoduc, il y aura des discussions sur les approvisionnements en GNL. Ce que tu nous dis est inquiétant pour l'Union européenne. Oui, parce que, comme tu le disais, il y a déjà des tensions et qui résultent entre autres de la destruction de capacités de production au Qatar. Et évidemment, il y aura une compétition entre l'Union européenne et l'Asie, pas seulement la Chine d'ailleurs, pour les volumes disponibles, et donc les prix vont aller à la hausse inéluctablement. Ouais, j'entendais que le Qatar, il faut 3 à 5 ans pour le remettre en état. Oui, avec des destructions qui correspondent grosso modo aux capacités de production de Yamal. Voilà, environ 15 milliards de mètres cubes par an. Merci beaucoup Arnaud. Igor, tu as d'autres choses à nous dire? Non, mais peut-être pour compléter le tableau avec le Qatar, le Golfe et le GNL, je crois qu'avec la mise en panne des exportations qatariennes de GNL, la Russie s'est retrouvée mathématiquement propulsée dans le top 3 des exportateurs mondiaux de GNL, derrière les États-Unis et l'Australie, ou quasiment au coude à coude, je crois, avec l'Australie. Mais parce que le numéro un, le Qatar, est forfait depuis le 28 février, et donc avec, comme ça a été dit par Arnaud, des incertitudes sur ensuite combien de temps ça met à repartir, dès lors que ça s'arrête et qu'il y a une stabilité qui s'installe dans le Golfe Persique. Sur cette note, Arnaud, tu veux nous dire autre chose, non? Mais il me reste plus qu'à vous remercier tous les deux. Nous avons eu
un briefing assez court aujourd'hui, mais on vous retrouve bien évidemment jeudi prochain. Ce sera Anne Coldefi-Focard qui sera là à ma place, parce que je ne serai pas là. Je serai à Tbilissi en Géorgie, pendant que notre ami Gilles est à Paris. Donc, mais je vous suivrai avec plaisir, tout comme nos auditeurs. Merci beaucoup. La CCI France-Russie reste à vos côtés avec Arnaud et Igor. Donc, merci à vous tous et bonsoir.